Bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Ferreri, associé chez Finnegan, donc il y a un cabinet de conseil d'environ 400 consultants basés à Paris, indépendants, spécialisés en transformation métier, réglementaire et technologique. J'y suis en charge de nos activités sur le digital, l'innovation et les parcours clients. Et donc à ce titre, j'interviens depuis une dizaine d'années pour nos clients sur les problématiques de confiance numérique et en particulier dans le secteur financier. Donc en matière de confiance numérique, comme on l'a vu, le sujet d'actualité, c'est bien entendu l'arrivée prochaine de ces fameux wallets, avec donc le passage d'une logique du document justificatif à vérifier à une logique de données structurées, certifiées à exploiter nativement. Donc c'est sans doute la transformation la plus importante des prochaines années, à mon sens, pour les parcours clients et collaborateurs, mais aussi pour de très nombreux processus sous-jacents au sein des entreprises. Donc les acteurs du marché, comme on l'a vu, n'ont plus que 2-3 ans pour s'y préparer. Donc d'ailleurs, chez Finnegan, nous accompagnons d'ores et déjà plusieurs institutions financières dans leurs études d'impact ou la réalisation de POC sur ces sujets-là. Par ailleurs, donc on l'a vu, tous les regards sont tournés vers les travaux des consortiums. Beaucoup de questions se posent. Alors évidemment, tout n'est pas sec, mais à travers ces différents travaux, on commence à distinguer ce que sera le monde de demain avec ces wallets, et c'est l'objet de cette table ronde que je suis sincèrement ravi d'animer. Donc pour nous aider à explorer quelles expériences utilisateurs, pour quels usages. Donc pour nous aider à nous projeter, j'ai le plaisir d'avoir avec moi 5 personnes qui sont sans doute parmi les mieux placées pour nous éclairer sur ce que va être ce monde de demain avec les wallets, et pour répondre à ces questions, puisqu'elles œuvrent dès aujourd'hui à la définition et à la construction de ces wallets. Donc, Florent Tournoy, vous êtes donc le directeur du projet France Identité au sein du ministère de l'Intérieur, de la NTS. Vous êtes donc en charge de construire le wallet d'identité que l'État français va fournir à ses citoyens. Vous êtes également le coordinateur du consortium Potential, qui travaille avec plus de 140 membres européens sur les 6 cas d'usage qui seront couverts par les wallets. Enfin, c'est les 6 du consortium. Et voilà, pardon. Laurent Bailly, vous êtes le directeur du développement de l'activité liée à l'identité numérique chez Visa, mais donc vous intervenez surtout aujourd'hui au titre de votre rôle de responsable de la task force paiement au sein du consortium EWC. Étienne Plouvier, vous êtes responsable du business development de l'identité numérique chez Worldline. Donc vous intervenez également au sein du consortium EWC au nom de Worldline. Nous avons Stéphane Mouy également. Donc vous êtes consultant en confiance numérique et expert reconnu des paiements depuis de nombreuses années. Vous êtes notamment intervenu auprès de la DG FISMA de la Commission européenne également sur le projet EIDAS 2. Et vous intervenez actuellement auprès de grandes plateformes numériques sur les enjeux des wallets de paiement. Enfin, Eric Théa, donc vous êtes le directeur de l'innovation chez KeepMe. Donc KeepMe, qui est la marque de la société BeWise, qui porte la confiance numérique. Vous êtes prestataire de services de confiance sur les listes EIDAS, et vous proposez diverses solutions que vous orchestrez pour vos clients, donc notamment du KYC, de la signature électronique, de la LRE, de l'archivage, le tout reposant sur un cloud souverain, intégré en mode plateforme, si j'ai bien compris, et au service de votre propre wallet, puisque vous développez un wallet également. Fait notable également, je me permets de le préciser, ça me semble intéressant, qui va peut-être orienter votre positionnement et les cas d'usage sur lesquels vous vous positionnez. Au sein de BeWise, vous avez une filiale cousine qui est Almeris, qui opère le tiers payant en France pour près de 20 millions de personnes. Voilà, donc ces introductions faites, ma première question sur cette table ronde sur les cas d'usage que j'ai envie de vous poser. Donc,
En fait, qu'est-ce que, en théorie, on pourrait faire avec ces wallets concrètement? Alors, je ne vous demande pas de reprendre la liste de la Commission européenne, mais peut-être qu'on se refasse un tour d'horizon de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces wallets en termes de cas d'usage, et ceux qui, respectivement, vous semblent le plus intéressants. Peut-être, Florent, on commence par vous? Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Tout d'abord, je vais essayer de vous faire une réponse en 2 temps. Alors déjà, que peut-on faire avec le UDI Wallet? Finalement, plein de choses. Et la première des questions, c'est ce que l'on peut mettre dans ce portefeuille qui finalement se veut un portefeuille de documents, tout d'abord. Et finalement, rien qu'en posant la question, on peut se demander ce qu'il faut mettre dedans. Alors, la carte d'identité, on l'a vu probablement oui, ou une version simplifiée de la carte d'identité. Permis de conduire certainement, carte grise probablement, et en fait si on poursuit la liste, on va arriver sur des questions plus délicates. Les coordonnées bancaires probablement aussi, mais c'est déjà pas tout à fait, il n'y a pas de carte physique équivalente en fait aujourd'hui. Et après si on va sur les cartes de fidélité par exemple, là on va se dire peut-être pas. Peut-être pas, parce que ces choses sont déjà traitées par ailleurs. Pareil pour les billets d'avion, pareil pour peut-être les moyens de paiement ou des choses comme ça. Donc en fait, cette question-là, dans la réglementation telle qu'elle est discutée aujourd'hui, ne sont pas totalement définies. Et il va appartenir probablement à chacun des pays ou à l'expérience utilisateur de pouvoir définir les limitations de ce portefeuille numérique qui sont aujourd'hui pas totalement posées. Donc chacun tâtonne en essayant de trouver... et en mettant des choses et en créant des usages. Et là, c'est le premier retour d'expérience que j'ai sur ce dossier. Et pour aller sur les usages, donc deuxième partie de la réponse, au regard de tout ce qu'on a vu aujourd'hui au travers du projet France Identité, finalement, je distinguerai 3 catégories d'usages de nature un petit peu différente. Tout d'abord, les usages parcours en ligne, où l'utilisateur fait un parcours en ligne et à un moment donné, on décroche sur le wallet pour faire une action. Et on retourne sur le parcours. Alors le plus simple, c'est évidemment l'authentification en ligne, on pense tous à ça, mais on pourrait imaginer d'autres systèmes et d'autres éléments. Deuxième catégorie d'usage de nature un petit peu différente, c'est l'idée de déposer une preuve en ligne. Une preuve d'identité, un justificatif d'identité qui va aller nourrir un dossier. Et finalement, l'objectif, là, c'est de déposer un élément qui va peut-être être archivé, qui va peut-être servir de preuve plus tard. Donc on ne parle pas, comme dans la première catégorie, de traces, mais on va parler d'éléments de preuve exploitables plus directement et auditables, je dirais. Et enfin, dernière catégorie d'usage, qui je pense est la plus prometteuse, c'est l'idée où le numérique revient dans le monde réel, et ce sont les usages de proximité, où finalement, là, l'utilisateur qui a sa carte d'identité dans son téléphone a le choix de prendre son téléphone ou bien sa carte d'identité. Et là, finalement, la boucle est bouclée puisque l'identité numérique revient dans le monde physique. Et en fait, ces 3 catégories d'usages ont des feuilles de route différentes, ont des appréhensions différentes, ont des clients différents. Et finalement, comme me disait Olivier de chez BNP Paribas récemment, finalement, l'authentification en ligne, ce n'est qu'un moyen en plus. La justification d'identité ou l'attestation, ce n'est qu'un moyen en plus. En revanche, l'usage de proximité, ça, c'est quelque chose qui est sans doute beaucoup plus nouveau, prometteur et finalement qui rassemble le numérique et le monde physique. Merci. Eric ? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, pour compléter ce qu'a dit Florent, on pense que les usages seront vraiment nombreux, le champ des possibles est immense. Donc d'une part, et le texte EDAS cite de nombreux domaines d'activité, on parle des télécoms, de l'énergie, de la banque, des services financiers, de l'éducation et bien d'autres. Et puis dans chacun de ces cas d'usage, dans ces secteurs d'activité, il va y avoir des process qui vont être impactés. Donc si on suit le cycle de vie client, on parle de la souscription, on parle de la connaissance client et de la mise à jour de la donnée, on parle de la gestion d'incidents, de la résiliation, etc., etc. Si on prend un cas concret sur lequel nous on travaille, c'est dans le monde des RH. Donc aujourd'hui, comment ça se passe ? Un nouvel embauché qui arrive va envoyer, souvent par mail, un certain nombre de données personnelles, la carte d'identité, le diplôme, le RIB, etc., etc. Et en fait, si on prend un pas de recul, on se rend compte que c'est beaucoup de données sensibles qu'on envoie sans sécurité. Et bien demain, grâce au wallet, on va pouvoir sécuriser ces éléments
qui auront été vérifiés au préalable, donc, par exemple pour limiter la fraude au faux diplôme. Et puis après, on va continuer l'onboarding avec la signature électronique du contrat, tout ce qui est autorisation d'accès, etc., etc. Et donc ça, c'est une façon de simplifier et de sécuriser l'onboarding, qui est un exemple concret sur lequel nous, on travaille. Un bout en bout. Laurent, peut-être, un cas d'usage préféré? Effectivement, on est nombreux à cette table ronde à travailler de près ou de loin dans le paiement. Donc, le paiement, c'est un cas d'usage qui a l'avantage d'être fréquent. Donc, en tout cas, c'est comme ça que la Commission le perçoit et pense que c'est un moyen aussi de driver les usages du wallet d'identité numérique. Donc ça, c'est un point important. Donc maintenant, paiement, il faut voir de quoi on parle, parce qu'il y a deux catégories. Il y a tout ce qui est authentification forte des paiements en ligne. Ça, c'est une première catégorie. Et c'est couvert par la réglementation eIDAS 2, donc il y a une obligation de mise en œuvre d'ici décembre 2027. Mais il y a aussi toute la catégorie wallet de paiement complet, où on va pouvoir héberger des credentials, des éléments de carte ou de compte dans le wallet et initier des paiements. Et donc, quelque part, jouer dans la cour des Apple Pay et compagnie. Donc ça, c'est ces deux cas d'usage-là qu'on voit aujourd'hui et qu'on explore dans IWC en particulier. On va y revenir, en effet. Je finis peut-être le tour de table, même si je pense que vous êtes deux aussi à être très intéressés par les paiements. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, Étienne Plouvier de Worldline. Donc, Worldline est un payment service provider. Et donc, en fait, notre rôle premier est de faciliter l'acceptance des paiements pour les marchands. On a plus d'1,4 million marchands. Et donc, en effet, comme dit Laurent, la partie paiement dans le wallet peut être très intéressante, et notamment la partie qui va permettre de, on va dire, combiner, converger l'identité et le paiement. Notamment le cas d'utilisation le plus classique que l'on retrouve et sur lequel je pourrais en reparler, on travaille, c'est par exemple le contrôle de l'âge avec le paiement. Vous êtes en face d'un distributeur automatique de bouteilles d'alcool. En France, il n'y a pas forcément, mais nous, on travaille là-dessus avec notamment l'association des banques autrichiennes, avec des distributeurs automatiques de tabac ou de bouteilles de bière. Et donc, vous voulez sélectionner une bouteille, vous devez avoir plus de 18 ans. Le terminal de paiement à l'intérieur de la machine va afficher, par exemple, un QR code. Et avec votre wallet, en un clic, vous allez à la fois pouvoir prouver que vous avez plus de 18 ans, sans donner votre date de naissance, et confirmer, authentifier votre paiement. Donc ça, c'est un cas d'usage concret et qui va, je vais dire, résoudre deux problèmes. D'un premier problème, la point de vue expérience utilisateur, très simple, très fluide. Juste un clic, on flash le QR code et on valide le paiement et on prouve qu'on a plus de 18 ans. Et également, côté vendeur de distributeurs de machines automatiques, respecter les obligations légales de vérifier l'âge de la personne. Oui, bonjour, Stéphane Mouy, GM Consulting, donc je travaille également sur les paiements. Alors je vais abonder dans le sens d'Étienne et de Laurent. Le cas d'usage paiement, il a un potentiel absolument exceptionnel. La convergence de l'identité et des paiements dans des interactions de wallet, c'est quelque chose qui va vraiment façonner le monde de demain. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute. Quand vous voyez un certain nombre d'évolutions structurelles, le fait que, par exemple, Mastercard est devenu un des grands acteurs de l'identité numérique aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a une convergence qui est à l'œuvre. Alors, cette convergence va prendre un certain temps. Elle est extrêmement riche de potentialités, notamment pour les commerçants qui vont pouvoir développer de nouveaux services avec des paiements qui seront plus directement dans lequel l'acte d'achat et l'acte de paiement sera directement intégré avec fourniture à la fois d'attributs de paiement et d'attributs de statut ou d'identité à la demande évidemment validée par le titulaire du wallet. Merci. Vous m'avez tous évoqué des cas d'usage plutôt personnes physiques. Ça a été un peu ébordé à la table précédente. Pour les personnes morales, est-ce qu'on sait comment ça va se passer? Est-ce qu'elles vont avoir leur propre wallet? Est-ce que ça va être des attributs dans le wallet, je dirais, personnes physiques? Comment ça va se passer pour les personnes morales? Peut-être Étienne. Oui.
Oui, alors pour les personnes morales, le règlement IDAS 2.0 donc indique qu'il y aura des wallets pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Par contre, il n'y a pas de forte indication en termes d'obligation de délivrance de wallets à des personnes morales. Et donc, moi, à ma connaissance, la Commission européenne a prévu de faire d'ici juin, à peu près de cette année, une grande enquête auprès de la population, des entreprises, pour savoir quels seraient les besoins en termes de wallet de personnes morales. On l'a vu tout à l'heure, le cauchemar quand on est une personne morale pour pouvoir s'identifier, avoir la bonne personne qui représente correctement la personne morale et qui a le droit d'engager la personne morale, soit pour signer des contrats, soit pour signer des relevés de contrôle fiscal ou des factures, par exemple. Donc c'est un vrai point. Et à ma connaissance, donc la CE va lancer cette enquête en juin et normalement, d'ici Q4, octobre de cette année, un règlement spécifique pour les wallets de personnes morales devrait sortir au niveau de la Commission européenne. Et donc, grâce à ça, on verra tous les cas d'utilisation dont on parlait, souscription en ligne de personnes morales. Mais il y a également aussi un autre cas dont je voudrais parler, qui est un peu lié aux personnes morales et qui relève également de track au niveau de la Commission européenne. C'est ce qu'on appelle le Digital Product Passport, donc c'est-à-dire en fait une attestation électronique. Notamment, ça se fait beaucoup pour les batteries électroniques des véhicules. Il y a déjà des expériences qui se passent à Berlin avec des autobus et avec un Digital Product Passport de la batterie. Et vous pouvez imaginer demain également des Digital Product Passport. Vous achetez une montre de luxe, un sac Chanel, etc. Vous voulez aller le revendre demain sur Vinted et vous voulez être sûr que ça soit un vrai sac. Vous pouvez avoir un Digital Product Passport qui est lié à votre identité et qui va être retrouvé dans votre passeport numérique personnel. Et ce Digital Product Passport est émis par une entreprise. Et ensuite, ça va vous permettre de pouvoir prouver que vous êtes le détenteur de l'objet, de le revendre et de passer le droit de propriété également de cet objet à une seconde personne. Et la marque, comme ça, pourra suivre qui est le propriétaire de cet objet. Alors, il y a un autre sujet qui me semble intéressant, qui a été évoqué rapidement par Olivier Van den Blink à la table ronde précédente. Il y a parmi les cas d'usage que vous citez, donc il y en a qui vont être possibles, il y en a aussi qui vont être obligatoires. C'est-à-dire que moi, en tant que citoyen, si j'exige d'utiliser mon wallet, la personne en face de moi n'a pas le droit de me demander autre chose que mon wallet. Pour vous, l'interprétation des cas d'usage qui correspondent à cette obligation d'acceptation, on va être sur quoi concrètement ? Peut-être, oui, Florent, je pense. Peut-être pour aller sur ce sujet, finalement, pour revenir à mes trois catégories d'usage, finalement, la base de la révision du règlement UIDA, c'est finalement autour de pas mal de choses autour de l'authentification en ligne, qui est la première catégorie d'usage qui a été visée dans la réflexion. Sur ce chemin, finalement, on s'est dit on doit protéger notre identité ou l'identité des citoyens et finalement leur offrir un cadre qui ne serait pas accaparé par un certain nombre d'acteurs privés qui sont très grands. Et donc, on essaye d'imposer une authentification en ligne possible avec d'autres moyens par ailleurs. Et ça, c'est finalement une partie de la réglementation. Et pour glisser sur une autre partie, finalement, chemin faisant, on s'aperçoit que les usages de proximité, qui sont à la fois portés par la norme permis de conduire qui nous vient des États-Unis avec des usages de proximité et également portés par nos usagers, et ça, il faut quand même le souligner, c'est-à-dire que finalement, c'est les usagers eux-mêmes, Olivier le citait tout à l'heure, qui présentent finalement le téléphone avec la carte d'identité dedans et qui créent des usages de proximité qui, sans être une obligation, vont devenir quelque chose qui va se faire, manifestement. Et donc, il y a des choses qui sont obligatoires, et là, on est dans le domaine où on veut imposer finalement un modèle européen, et des choses qui sont moins obligatoires, mais qui vont être tirées finalement par les usagers eux-mêmes. Voilà. Merci. Oui, peut-être rebondir aussi sur la partie paiement en tant que telle, parce que ça avait fait débat il y a quelques temps, mais effectivement, au-delà de l'obligation d'accepter le wallet pour se loguer, se connecter en ligne, il y a effectivement dans la réglementation des articles ou des provisions qui indiquent que ce wallet doit également être utilisé pour faire l'authentification forte des paiements en ligne. Et donc ça, c'est le premier usage obligatoire auquel le marché va devoir se préparer.
en tant que relaying party, donc en tant que grand commerçant, puisqu'il y a des exemptions pour les petits commerces, enfin les petites entreprises. C'est défini clairement par un article de la Commission, mais les grandes plateformes vont devoir accepter ce wallet d'identité numérique pour s'authentifier à partir du moment où ils proposent déjà un outil d'authentification forte. Et également, l'industrie financière, les banques vont devoir proposer cet outil, ce wallet d'identité numérique, comme une alternative, comme un nouvel outil d'authentification forte pour les paiements en ligne. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez clair aujourd'hui, et même s'il y a encore pas mal de questions qui se posent d'un point de vue réglementaire sur les responsabilités notamment, mais qui n'est pas la moindre des choses, mais en tout cas c'est un cas d'usage qui est, comme pour répondre à ta question, qui va devoir, qui est un peu imposé au marché dans le cadre de la réglementation eIDAS 2. Merci. Stéphane, oui, une réaction, j'imagine. Comment dire, le cas d'usage paiement, il est paré de toutes les vertus, il a un potentiel absolument considérable, mais enfin c'est un challenge himalayesque. Il y a un challenge à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est comme il suppose une utilisation volontaire, il faut que l'expérience utilisateur du titulaire du wallet soit aussi bonne que les autres moyens de payer qui seront disponibles. Et comme ce seront très probablement des gens les utilisateurs seront des gens qui auront des wallets de type XP, il faut que l'expérience utilisateur elle soit globalement comparable. Alors ça pose une vraie question qui est celle de la possibilité d'utiliser dans une opération de paiement relativement simple un wallet eIDAS certifié au niveau élevé. Est-ce qu'il y aura l'utilisation d'une touche biométrique, de 2 touches biométriques, de 3 touches biométriques pour faire un simple paiement? Ce sujet-là n'est pas aujourd'hui totalement traité. Le même problème de volontariat, il se pose pour les commerçants. C'est vrai que les grands commerçants auront l'obligation d'accepter les wallets, mais 95 ou 98% des commerçants seront exemptés. Si vous prenez le fait que en acceptant le wallet, ils vont être obligés de s'enregistrer, ils vont être obligés de demander, de préciser sous sanction les usages qu'ils vont faire des données personnelles qu'ils vont récupérer, alors qu'il n'y a aucune autre contrainte pour aucun schéma d'identité électronique autre que le wallet eIDAS, pas totalement évident. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, il tient au fait qu'aujourd'hui, les planètes eIDAS et DSP2 et le futur règlement sur les services de paiement ne sont pas alignés. Bon, alors je prends un exemple très concret, très parlant. Je simplifie un tout petit peu. Le règlement eIDAS vous dit l'authentification forte, c'est le wallet. Très bien. Et vous avez d'un côté la DSP2 et le règlement sur les services de paiement qui vous dit la preuve du consentement du payeur au paiement, c'est la responsabilité de la banque. Bon, vous voyez bien que c'est 2 choses qui sont totalement liées. Il n'est pas possible de dire il y a une partie qui est responsable de l'un et une autre partie qui est responsable de l'autre. Là, ça ne peut pas fonctionner. Derrière ça, il y a effectivement des enjeux de responsabilité très très lourds. Si effectivement, et les banques sont quelque part en droit de dire, écoutez, si on s'en occupe plus, très bien, c'est le wallet, ok, mais la responsabilité liée à l'authentification forte, elle passe vers également le fournisseur du wallet. Quelque part, c'est logique, puis d'autant plus qu'il y a un article du règlement eIDAS, article 11.3, qui le dit très clairement. Et puis, troisième point, au niveau des spécifications technologiques, on est dans un schéma mouvant. La seule norme qui est envisagée aujourd'hui par le règlement sur les protocoles et les interfaces, c'est la norme ISO 18013-7 pour les échanges en ligne. Ça se base sur les Verifiable Presentations. C'est une norme qui n'est pas stabilisée aujourd'hui. L'utilisation de cette norme pour des opérations d'authentification forte, de preuve du consentement au paiement, ça n'est absolument pas stabilisé. Tout ça va prendre du temps. Ça va prendre un temps même très, très significatif. Je pense qu'il faut compter plutôt sur une échéance de 3 à 5 ans, et même plutôt 5 ans que 3 ans. Voilà.
Ça marche, merci beaucoup. Du coup, je reviens très concrètement, je me permets, hein, sur mon cas de face à face, par exemple, où je veux ouvrir un compte bancaire en face à face, même si l'agent en face de moi est potentiellement sur un device qui lui est en ligne ou digital. On parlait de cas d'usage digitaux. Là, la banque, elle doit accepter mon wallet ou elle peut me demander ma carte d'identité ? Je me permets de remettre une couche pour qui veut. On sait ça, on est sûr. Florent, peut-être, oui, je vous sens. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt la carte d'identité qui est nécessaire Oui. pour avoir une preuve d'identité forte. Et je pense que demain, sous la pression des usagers, des choses vont devoir évoluer. Manifestement et probablement, ce sera peut-être un vecteur de compétitivité pour les entreprises, pour se tenir au goût du jour. Donc, pas d'obligation d'acceptation. À ce stade, non, mais il faut savoir Merci. que les banques sont des professions quand même réglementées. Il faut que tout ça passe. Il y a un texte du CMF qui, dès aujourd'hui, vous dit que si vous avez présenté un moyen d'identité IDAS élevé, de type France Identité, ça va. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Je ne vois pas bien comment un établissement bancaire pourrait dire « je n'ai pas convenance », même aujourd'hui. Bien évidemment, dans le cadre de la mise en place du règlement sur la lutte anti-blanchiment qui viendra en application d'ici 2 ans, le point sera à nouveau clarifié, mais harmonisé à niveau de toute l'Europe. Ok, très clair. Alors maintenant, vous êtes plusieurs à intervenir au cœur du réacteur, hein, sur des mises en pratique de ces cas d'usage qui ont été testés dans le cadre des consortiums, dans le cadre de POC qui émergent. Est-ce qu'on peut prendre un petit peu de temps pour que vous nous expliquiez très concrètement ce que vous avez fait dans le cadre de ces consortiums, les cas d'usage qui ont été traités et ce qui en ressort? Donc, Florent, pour commencer sur Potential d'abord, puis peut-être des perspectives sur Aptitude. Quel cas avez-vous étudié et qu'est-ce qui ressort de Potential? Sur le consortium Potential, on a essayé de travailler 6 cas d'usage: l'accès aux services gouvernementaux, l'ouverture de comptes en banque à distance, l'enregistrement de nouvelles lignes téléphoniques, la dématérialisation des permis de conduire, la signature électronique et la e-prescription. Donc, au travers de ces différents cas d'usage, d'une part, on a travaillé avec les différents pays pour connaître les documents nécessaires et en fait essayer de jouer une sorte d'harmonisation. Et on s'aperçoit que même sur la carte d'identité, le sujet est assez vaste et que les perspectives nouvelles du règlement européen qui arrive avec des nouvelles données vont être difficiles à appréhender pour tous les fournisseurs de services. Enfin, sans entrer sur le débat, en fait, le fait de changer le genre ou de proposer des genres de type différent du classique est un vrai sujet, ne serait-ce que pour la prise de risque pour les banques et des choses comme ça. C'est des sujets qui sont compliqués, en fait, en termes d'harmonisation et de mise au niveau des différents services. Ensuite, il y a eu des travaux pour savoir comment bien demander les documents et quels documents demander. Donc ça, on a fait ça sur les 6 cas d'usage et ça s'est traduit, et là c'est l'étape à laquelle on est aujourd'hui, par des tests d'interopérabilité pour, finalement, on essaye de jouer entre les services et les wallets pour pouvoir se demander les bons documents avec les bons niveaux de sécurité et les bons niveaux d'attestation. Voilà. Merci. Laurent et Étienne, sur EWC. Oui, donc sur EWC, effectivement, c'est un consortium qui a traité surtout les cas d'usage du voyage, du paiement et des wallets organisationnels, donc business. On a en particulier, alors il faut savoir qu'on a développé la partie paiement. Il faut savoir qu'à l'époque où le consortium a démarré, il n'y avait pas du tout de spécification disponible au niveau de la commission. Et du coup, on a constitué une task force de paiement avec des experts, dont Worldline d'ailleurs, qui contribuent à cette task force pour pouvoir rédiger la façon dont rédiger les spécifications sur la façon dont le wallet va pouvoir être utilisé dans le cadre du paiement à distance, donc pour l'authentification forte. Donc, je voulais juste revenir sur ce que disait Stéphane tout à l'heure, parce qu'effectivement, on part sur une note un peu négative sur des perspectives, mais je pense qu'il y a
il y a des éléments de réponse sur pas mal des questions qui ont été soulevées. Et je voulais quand même signaler que c'est quand même le rôle des large scale pilots aussi de pouvoir remonter et échanger avec la Commission sur ces problèmes qui remontent sur la mise en œuvre opérationnelle. Donc c'est important d'avoir ce canal officiel avec la Commission. Donc on utilise d'ailleurs pour remonter nos préconisations et nos recommandations en termes de réglementation. Et également dans la PSR, donc qui est encore en draft, hein, mais il y a un article qui précise bien que l'EBA, lorsqu'il va rédiger les RTS, désolé c'est un peu technique, mais en gros les textes qui vont être réglementaires pour la mise en application ne sont pas encore rédigés, mais l'EBA, qui est l'autorité bancaire européenne, va devoir tenir en compte des progrès qui sont faits par le wallet d'identité numérique dans le cadre de la rédaction de ces RTS. Donc il y a une fenêtre de tir pour adapter la réglementation à ces problèmes qui sont tout à fait légitimes, soulevés par Stéphane et par d'autres. Nous, on en a identifié même d'autres encore, hein, donc, qui nous préoccupent encore plus. Voilà. Ceci étant dit, le cas d'usage on a quand même développé ces spécifications, on les a mises en application en production, avec une banque, un marchand et un wallet. Donc un wallet, c'est pas un État membre, c'est pas un État qui émet le wallet, c'est un fournisseur privé qui s'appelle iGrant, qui est un Suédois. Une banque qui est en Roumanie, qui s'appelle Banca Transilvania, et un marchand qui est en Grèce, qui s'appelle Cyclades Fastferries. Et le cas d'usage, c'est le cas d'usage basique, je dirais de base, pour faire en sorte que une banque soit conforme à la réglementation eIDAS 2 d'ici fin 2027. C'est en tant que consommateur, je veux me rapprocher, enfin en tant que client de la Banca Transilvania dans ce cas-là, je me rapproche auprès d'elle pour m'enregistrer au préalable, pour dire à partir de maintenant, je veux utiliser un wallet d'identité numérique pour mes transactions en ligne, à la place de l'application bancaire. Donc l'alternative, c'est pas Apple Wallet, etc., c'est la place de l'application bancaire. Et une fois que cet enregistrement a été fait, en principe ça se fait depuis la banque en ligne. Donc, dans le cadre du pilote, on l'a fait manuellement avec le call center, mais c'était une question de bande passante. L'expérience utilisateur pour le payeur, depuis ce site, pour acheter j'achète un billet de ferry, hein, d'accord, pour aller dans les îles Cyclades. Elle est tout à fait identique à celle qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va juste taper les chiffres de sa carte bancaire, tous ces éléments, date d'expiration, cryptogramme, et ensuite la demande d'authentification forte va être redirigée vers la banque. La banque, au lieu d'utiliser son wallet et d'interagir avec son wallet bancaire, va à ce moment-là savoir que c'est un client qui a enregistré son wallet d'identité numérique et va donc interagir avec le wallet d'identité numérique en affichant un QR code que l'utilisateur doit scanner lorsqu'il est sur ce qu'on appelle le cross-device, donc entre un laptop et un mobile, ou c'est un deep link lorsque l'utilisateur sera sur son mobile depuis le site mobile du marchand. Donc là, on n'a pas innové, on a juste appliqué la réglementation, ça fonctionne, la banque est conforme, elle peut proposer à ses clients le wallet d'identité numérique comme alternative. Et donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a testé en grandeur nature en production, c'est-à-dire qu'on a fait des vraies transactions de paiement qu'on a remboursées ensuite avec un certain nombre d'utilisateurs pour tester ce dispositif en production. Donc voilà, donc on a aujourd'hui, au moins, on a une réponse technique aux problématiques de la mise en œuvre. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait dans IWC, et évidemment on va continuer dans le prochain consortium qui s'appelle WeBuild, dans lequel Visa continue de gérer toute la partie paiement et banking. Donc on va poursuivre les travaux dans le cadre de WeBuild. Okay. Et il y a une extension, je pense que c'est Étienne qui voulait en parler, parce que Worldline sera plus impliqué sur la deuxième phase de juin du pilote. Donc Étienne, je te laisse la parole. Oui, merci. En fait, la première phase, donc, comme disait Laurent, c'est la partie authentification forte. On remplace l'application Home Banking par l'application Wallet d'identité pour authentifier le paiement. Mais c'est vrai que d'un point de vue utilisateur, ça ne change pas grand-chose. J'utilise mon wallet d'identité au lieu de mon wallet Home Banking. La deuxième phase va être un peu plus intéressante d'un point de vue utilisateur parce que l'utilisateur, en l'occurrence, sera un étudiant et donc il va pouvoir bénéficier de tarifs dégressifs, un discount au niveau du Cyclades Fastferries. Il va aller sur le site web, il aura donc un QR code qui va s'afficher où il va pouvoir flasher avec son wallet et pouvoir prouver avec une attestation comme quoi il est étudiant, et également authentifier le paiement. Et derrière, Worldline, qui est le Payment Service Provider de Cyclades Fastferries, sur la page de paiement,
On va utiliser les mêmes rails de paiement aujourd'hui pour véhiculer la transaction du site marchand vers le site bancaire, et on va ajouter en fait des datas qui vont être ce qu'on a mis dedans pour dire à la banque que c'est bien le wallet que vous avez validé comme moyen d'authentification, et également les informations concernant le paiement et le dynamic linking, c'est-à-dire la date et l'heure, le marchand, le montant qui vont être passés à la banque. Et la banque recevant cela, c'est elle qui décide, ce n'est pas le wallet, c'est bien la banque qui décide d'autoriser le paiement à ce moment-là. Et donc, pour l'expérience utilisateur, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire l'étudiant aura son wallet, va flasher le QR code, et en un clic, il pourra prouver qu'il est étudiant, et il pourra donner son consentement et son authentification que la banque pourra autoriser derrière. Super. Alors, Eric, de votre côté, ce n'est pas dans le cadre d'un consortium, mais pour autant, vous avez également mis en place des cas d'usage très intéressants avec un wallet, un proto-wallet. Vous pouvez nous en parler? Oui. Nous avons testé le cas d'usage de la souscription avec un acteur de l'assurance dans le cadre d'un pilote. Et donc, l'objectif, c'était de comprendre ce que pouvait apporter le wallet, de voir quelle serait l'acceptation par les conseillers commerciaux en interne, et puis de comprendre quelle serait aussi l'adoption par les utilisateurs finaux. Et donc, le périmètre, c'était celui de la souscription. Donc, à travers le wallet, réaliser la collecte documentaire et la vérification documentaire, avec toutefois la possibilité de rebasculer sur le process classique si les clients ne souhaitaient pas utiliser le wallet. Et au final, on a pu avoir d'excellents résultats. Donc, que ce soit pour les conseillers commerciaux qui ont trouvé que ça leur faisait gagner du temps et qui ont pu mettre en place un process de souscription asynchrone, de pouvoir faire ça pas seulement en face à face, mais aussi à distance. Et puis pour les clients finaux, il n'y a pas eu de crainte particulière et puis un taux d'adoption très élevé. Et fort de ces résultats, on est passé maintenant à la phase d'industrialisation avec cet acteur. Et une des leçons de ce pilote, c'est aussi qu'il faut bien évangéliser et bien accompagner en interne. Il faut comprendre qu'un projet de wallet, c'est aussi un projet de transformation digitale. Et donc c'est un point à ne pas négliger et qu'on a bien réussi dans ce cas-là et ce qui a permis la réussite du pilote. Merci. Alors, évidemment, on l'a vu à travers vos interventions, vous êtes nombreux à être très sensibles au cas des paiements. Je ne pouvais pas mener cette table ronde sans vous laisser en débattre. Donc un petit focus, mais rapide parce qu'on a pris un peu de retard sur le planning. Le cas des usages des paiements, donc c'est sans doute le plus fréquent et donc d'ores et déjà le plus ancré dans notre quotidien à travers les XP. Concrètement, à quels enjeux opérationnels doivent répondre les wallets pour être au rendez-vous, selon vous? Et donc, je pense, on l'a déjà un peu évoqué, Stéphane, mais est-ce que la mise en œuvre pour 2027 semble réaliste? Quel est votre avis sur cela, en complément de ce que vous avez déjà dit? On peut répondre rapidement, mais mise en œuvre en masse pour fin 2027, no way. Enfin, je veux dire, totalement irréaliste. Enfin, je crois qu'il y a le nombre de chantiers à mener. On a parlé par exemple de l'intervention de l'autorité bancaire européenne. Il faut bien voir que d'abord, premièrement, il faut que la finalisation du règlement sur les services de paiement soit intervenue. C'est pour, on va dire, deuxième semestre 2025. Après, l'EBA est effectivement mandaté pour, je dirais, interpréter les nouvelles règles du règlement sur les services de paiement pour les wallets d'identité numérique. Ils ont 1 an pour le faire, mais enfin, ça va se faire avec un processus de consultation de place qui va prendre un certain temps. Si on se base, il faut quand même rappeler que c'est un processus qui globalement copie celui qui avait été mis en place pour la DSP2 en 2015. La DSP2, ça a été voté en 2015, ça a été finalisé en 2022, en termes de. Donc, vous voyez le temps d'application que ça nécessite. Et dernier élément complètement différent, si on parle de verifiable credentials, qui est effectivement, et de verifiable presentations, qui est effectivement le protocole technique utilisé par les wallets d'identité numérique,
il faut que ça implique des procédés de cryptographie qui actuellement ne passent pas dans les tuyaux, entre guillemets. C'est-à-dire que ça passe pas dans les... C'est trop gros pour les normes ENV en matière de gestion de données de cartes. Et il faut mettre en place une API d'open banking complètement généralisée, imposée à toutes les banques pour unifier les processus d'acceptabilité. Donc vous voyez le chantier, je dirais, le chantier, c'est vraiment un chantier d'infrastructure, c'est quelque chose qui est très important, ça va structurer le monde des paiements de demain et d'après-demain, mais il ne faut pas être naïf, ça ne va pas se faire en 2 ans. Oui, je suis d'accord que l'expérience notamment de la migration PSD2 a montré que c'était très compliqué. Je voudrais juste partager, d'abord avant de dire est-ce qu'on sera prêt fin 2027, il faudrait qu'on sache de quoi on parle, d'accord? Parce que le paiement c'est très large. Donc encore une fois, si on parle de l'authentification forte, basique, celle que j'ai décrite tout à l'heure, d'accord? L'expérience qu'on a d'un point de vue, en tout cas le challenge opérationnel, je ne parle pas du réglementaire hein, qui est en parallèle, mais d'un point de vue opérationnel pour une banque, qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle doit effectivement faire évoluer ses plateformes d'authentification, donc son ACS dans le monde de la carte ou ses API d'open banking dans le monde du paiement, Payment Initiation Services. Donc ça, c'est indispensable pour pouvoir accepter ça et d'être capable d'interagir avec un wallet qui parle OpenID for VP. Donc ça, et on l'a vu dans le pilote. Donc je parle là d'un retour concret. Hein. La banque s'est appuyée sur un partenaire technologique qui lui a fourni le stack OpenID et for VP et for VCI, d'accord. Donc il y a des partenaires qui peuvent aider ça. La banque doit faire, ça c'est la partie technologique avec le wallet, et ensuite il y a la partie modification de la banque en ligne, parce que c'est dans la banque en ligne que va se faire l'inscription, en tout cas dans la façon dont on a designé la solution, va se faire l'inscription et la gestion du wallet, et le fait que le porteur décide d'utiliser ce wallet d'identité numérique, ça se fait dans la banque en ligne. Donc il y a des évolutions importantes. Il y a des évolutions aussi au niveau du contrat entre la banque et l'utilisateur. Donc la banque, dans notre pilote, a fait évoluer ses conditions générales d'utilisation pour reconnaître le wallet d'identité numérique comme étant valide d'un point de vue preuve d'autorisation d'un paiement, parce que ça, c'est qu'effectivement, il y a donc tout un tas de dimensions, réglementations à intégrer dedans. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont assez claires maintenant de mon point de vue, qui sont néanmoins un challenge à mettre en œuvre dans les 2 ans et demi qui restent. Hein. Avec en parallèle la partie réglementation, comme le souligne Stéphane, il y a beaucoup de points aujourd'hui qu'il faut clarifier. Et nous, on pousse beaucoup dans le cadre du consortium EWC pour que ces clarifications arrivent le plus vite possible. Voilà. Donc, il y a notamment une qui est très importante sur la partie outsourcing, qui nous semble fondamentale. Si les banques doivent entrer en relation bilatérale avec chacun des wallets d'identité numérique en Europe, ça ne peut pas marcher. Il y a 5000 banques en Europe, il y a 27 plus, peut-être une quarantaine de wallets régaliens ou certifiés par l'État en Europe. On ne peut pas avoir des contrats bilatéraux entre tout le monde, c'est pas possible. Donc ça, c'est un point qui nous inquiète le plus dans la reconnaissance. Voilà. Donc on a le pan réglementaire, il y a des risques forts de dérapage, je rejoins complètement Stéphane. Le pan opérationnel, il y a un MVP, je dirais, il y a un minimum viable product pour être conforme à la réglementation qui peut exister, qui sera la base, quelque part, si on voit ça dans une roadmap, qui sera la base de l'entrée des banques dans le monde des banques et des wallets d'identité numérique dans le monde du paiement. Puisqu'on démarre par l'authentification forte, après il y a l'authentification forte en ligne avec la combinaison des éléments d'identité, et après il y a potentiellement le wallet comme un wallet d'identité numérique, un wallet complet de paiement, hein, pour aller marcher sur les plates-bandes des X-Space classiques. Et voilà. Laurent, je suis complètement d'accord avec toi, mais tu vois bien, si le MVP de départ, il ne présente aucun attrait particulier pour l'utilisateur par rapport à une solution XP, pourquoi est-ce que l'utilisateur va l'utiliser? Surtout si en plus ça implique de la friction par rapport à l'expérience qu'il a avec son wallet XP. Pour moi, c'est vraiment un vrai sujet. Hein.
Ah oui, le vrai sujet pour moi, c'est l'acceptation par les consommateurs, effectivement. Et pourquoi est-ce qu'en tant que consommateur... Alors parce que là, tu parles d'XP, bon, encore une fois, je reviens sur l'authentification forte d'abord. Hein. Mais aujourd'hui, j'utilise mon application bancaire pour m'authentifier en ligne. Ça a mis 5 ans, le déploiement de la PSD2. Je commence à comprendre comment ça marche. Ça a été très compliqué pour les banques aussi à mettre en œuvre. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'utilisateur, je vais utiliser mon wallet d'identité numérique? Aujourd'hui, ce que j'ai décrit comme scénario, c'est un scénario technique de conformité. Mais il y a des cas d'usage d'innovation qu'il faut développer au niveau du marché. C'est après que ça devient intéressant, je pense. Alors, pour revenir sur le sujet de notre table ronde, il y a 2 éléments. Donc les cas d'usage, je pense qu'on les a brossés. Sur l'expérience qui va en résulter, moi, il y a 2 sujets qui me semblent importants. On en avait parlé, Florent, précédemment. Un premier sur comment ça va se passer, l'initialisation de ces parcours wallet. Concrètement, dans ma vie de tous les jours, comment ça va se dérouler? Est-ce que je vais avoir des QR codes à scanner tout le temps? Et le deuxième point, c'est sur l'écosystème. On le voit, on le travaille en trame de fond au travers de nos différentes interventions depuis ce matin. On l'abordera tout à l'heure. Quel écosystème de wallet j'aurai? Est-ce que ce sera 1, 2, N? Voilà. Donc d'abord, sur l'initialisation, comment ça va se passer? On a parlé d'app to app, on a parlé de QR code. Quelle expérience? Quelle expérience? Excellente question. Pour situer, d'une certaine manière, l'application portefeuille centrée sur l'identité n'a pas vocation à porter tout un parcours usager. Elle s'insère dans un parcours de nature différente qui n'est pas le wallet lui-même finalement. Et donc le but, c'est de prendre la main de l'usager pour faire ce petit morceau de parcours et la rendre probablement le plus rapidement possible. Donc comment on prend la main auprès de l'usager? Des sujets ont été évoqués, parce qu'on a des QR codes ou des tapes NFC qui peuvent se dérouler, et là on est un peu en cross-device, et finalement on sort du téléphone. Et après il y a des sujets qui sont dans le téléphone, en app-to-app, ça a été cité le Deep Link ou l'Universal Link, et parfois il peut y avoir des push applis, et évidemment qui peuvent exister. Si on revient sur le QR code et le tape NFC, en fait le sujet qui va concerner l'usager, c'est quelle confiance il a finalement sur ce qu'il perçoit et ce qu'il n'arrive pas à lire. Parce qu'un QR code, c'est toujours un peu plus dur à lire à l'œil nu. Et en cela, il faut qu'on puisse donner des signes de confiance à l'usager pour que ce qu'il flash, finalement, ne soit pas une arnaque. Et en cela, je trouve qu'il y a énormément de travail à réaliser pour gagner cette confiance usager, parce qu'aujourd'hui, le QR code ou les QR codes que l'on perçoit sont énormément, d'une part, source de fraude, et ensuite, les normalisations autour de tout cela sont un peu faibles aujourd'hui. On a tous en tête les signes Wi-Fi pour aller flasher des choses, mais finalement, est-ce que c'est bien ça qu'il y a dans le QR code? On n'en a pas totalement la certitude. Ce travail-là doit être réalisé, et la manière de bien insérer un petit morceau de parcours usager issu d'une application wallet, c'est extrêmement important pour qu'on ne dénature pas le parcours global présenté par d'autres. Il ne s'agit pas d'étendre le parcours ou de perturber le parcours. Très clair. Peut-être une précision aussi qui va amener la question suivante, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs wallets? Le deep link, il va réveiller lequel concrètement? Pour reprendre cette question-là, elle va réveiller celui que l'usager aura choisi. Il se trouve que probablement les normes qu'on a dans les téléphones pour choisir le bon wallet et les modalités de choix du wallet ne sont pas totalement établies aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui va être probablement en devenir, la manière de bien appeler les wallets, la manière de référencer les applications qui sont dans le téléphone qui portent la bonne certification, par exemple, ou qui ont été élues d'une certaine manière par l'usager. Et aujourd'hui, d'une part, il nous manque des mécanismes, et d'autre part, je pense on va probablement essayer d'éviter des positions hégémoniques qui sont proposées aujourd'hui par les constructeurs, c'est-à-dire que quelque part en allant sur ce terrain-là, aujourd'hui Google nous fait des ouvertures avec un certain nombre d'interfaces et commence à penser son système comme multi-wallet.
Donc l'ouverture n'est pas faite par tous les constructeurs aujourd'hui, mais on doit s'y intéresser pour finalement, et j'en ai un peu quelque part la conviction, on aura plusieurs applications qui vont probablement répondre à un certain nombre de normes et de protocoles qui vont peut-être pas être certifiés au sens UDI Wallet, de niveau élevé, etc., mais qui vont pouvoir cohabiter et offrir un service à l'utilisateur. Et si je reviens sur ce qu'on a pu voir en France, aujourd'hui, le coût nécessaire pour avoir un niveau de sécurisation élevé, on l'a vu avec notre projet, c'était même dans les fondements, on a même dit à une époque que le coût nécessaire ne pouvait pas être assumé par des acteurs privés parce que la rentabilité ne serait jamais présente. Et en cela, on se dit en France, dans notre contexte, atteindre ce niveau élevé, ça va être extrêmement compliqué et il n'y a pas, enfin, en termes de coûts, c'est insupportable pour une entreprise privée. Cependant, une fois que l'État finalement a apporté une solution transverse qui s'appuie sur les mairies, les agents d'état civil, finalement, le but, c'est de pouvoir s'ouvrir aux industriels, s'ouvrir, et on essaye de le faire au travers des plateformes d'interopérabilité, pour finalement construire un écosystème de valeur pour l'usager, pour lequel la sécurité est préservée et la protection des données est préservée également. OK. Un point donc, que j'évoquais également pour les expériences utilisateurs donc, au quotidien, on comprend que on va avoir potentiellement un wallet d'identité, peut-être d'autres wallets qui seront d'identité ou pas, tamponnés ou pas par en France l'ANSSI. On sait que donc il y aura peut-être des spécialisations de wallets par périmètre et avec une position de France Identité qui, alors vous l'avez évoqué, hein, la carte IKEA, on est sûr que non, la carte d'identité, donc ça c'est fait, mais jusqu'où on va dans les périmètres de données qui vont être hébergés dans France Identité, et si on s'arrête à un moment, quelle est la place qui est laissée aux autres acteurs qui vont potentiellement créer du wallet pour héberger les données d'identité qui sont fournies par l'État. Voilà. Peut-être si vous pouvez nous brosser le panorama de cet écosystème de wallet qui s'offre à nous en 2026, 7. Aujourd'hui, juste en regardant le paysage de ce que nous avons, on a un certain nombre de wallets qui existent, qui adressent, par exemple, je vais dire le ticketing, donc les billets d'avion et les choses comme ça. C'est une réalité. Aujourd'hui, probablement, ça va rester sur Apple, Google, etc., peut-être d'autres applications. On s'aperçoit également que toujours sur le ticketing, des applications peut-être de la SNCF, de Air France, d'autres compagnies portent ces mêmes billets. Et donc on s'aperçoit qu'on peut faire la même chose avec plusieurs applications et l'utilisateur s'adapte à cela. Donc ça, c'est une première chose, c'est pour dire qu'il n'y a pas quelque chose d'hégémonique qui va s'installer. Ensuite, toujours sur le ticketing, donc sur le billet d'avion, finalement, vous prenez l'avion aujourd'hui, vous avez votre portefeuille dans le téléphone avec le ticket d'avion, mais vous avez votre passeport dans la poche. Donc si on mettait le passeport dans le téléphone, comment faire pour préserver la souveraineté des données, la protection des données et le niveau de sécurisation? Et on s'aperçoit qu'il va probablement falloir intégrer la justification d'identité ou la justification de certains actes dans une autre application, et on doit travailler le mouvement de l'un vers l'autre et proposer cela à l'utilisateur qui pourrait le comprendre et l'appréhender. Pour aller sur un autre domaine qui a été évoqué précédemment, si on va sur le système de paiement, en fait, moi je prends l'angle de l'acceptation par l'usager de toute cette situation, parce que dans ce qui est évoqué là, on a l'impression qu'on va construire une super app qui va tout faire, et probablement pas, et l'usager ne pourra pas s'y retrouver. C'est-à-dire que quelque part, le ministère de l'Intérieur qui fait une application de protection de l'identité, quelque part, ça va être compris. Mais si on va sur le domaine de paiement, peut-être qu'il faut s'arrêter pour l'acceptation utilisateur, pour que chacun reste dans son domaine de responsabilité. Mais il faut trouver la bonne manière de faire circuler l'info, faire circuler l'usager d'une application à une autre, et que l'ensemble reste compréhensible. Il y a quelque chose qui m'interpelle, Florent, parce que dans le règlement IDAS, vous avez rappelé, vous avez tout à fait raison, de dire qu'il y a d'un côté les PID qui sont en fait émis par les États, qui relèvent, je dirais, de la souveraineté, et le fournisseur de PID
choisit le wallet d'identité numérique dans lequel peuvent être logés les PID et le fournisseur de wallet de PID choisit les fournisseurs de PID. Tout ça est bien clair. Mais à contrario, pour les attestations électroniques, c'est le principe inverse, c'est-à-dire que c'est un schéma ouvert qui est basé sur une certification. À partir du moment où on répond aux exigences de la certification, il ne peut pas y avoir de discrimination. Et normalement, d'ailleurs c'est dit très clairement dans le document ARF, le wallet d'identité numérique ne peut pas sélectionner les attestations électroniques qu'il prend et celles qu'il ne prend pas. Donc comment est-ce que vous allez régler ce problème ? Probablement, c'est la question du sens que l'on veut donner à l'usager au travers de ce que l'on accepte dans le portefeuille. Et en fait, on va devoir travailler là-dessus parce que, quelque part, dans le wallet, et on va se donner du mal à le construire, enfin, on ne va pas mettre forcément tout et n'importe quoi. Enfin, oui, il y a des documents qui sont utiles, mais il y a des documents qui ne vont pas faire sens pour l'usager. Et je pense que ça va être là, quelque part, une limite. Je suis conscient de la réglementation, on va dire, on peut intégrer des choses, etc. Mais il faut quand même que la philosophie de ce que l'on veut construire comme portefeuille soit un tout petit peu définie, parce que sinon, on va aller trop loin. Les cartes de fidélité qui étaient évoquées précédemment, il pourrait très bien y avoir des attestations de cartes de fidélité. Et là, on entre clairement sur un domaine peut-être plus clairement commercial, de réduction et autres. Est-ce que c'est ça notre raison d'être ? Enfin, c'est une question simple. Je partage vos réflexions. Je veux dire, je n'ai pas de problème sur la position que vous adoptez, mais j'ai un peu de mal à la réconcilier avec ce que je lis dans l'ARF, quoi. Voilà. Je suis d'accord, dans l'ARF, il y a des positions assez ouvertes, finalement, en termes d'interopérabilité, dont certaines positions nous dérangent, au titre de la souveraineté France, dans le sens où on peut mettre une identité sur n'importe quel wallet dans un esprit d'interopérabilité totale, mais ça, c'est une vue de l'ingénieur, dont on souhaite que tout aille dans tout, etc. Et il faut faire probablement attention sur certains concepts qui sont peut-être vus trop techniquement. Et finalement, je trouve que l'histoire des pays et de l'identité, qui est finalement intimement liée à l'histoire du pays, il faut la prendre en compte. Donc potentiellement, payer avec son wallet, donc avec les credentials de paiement dans son wallet, peut-être quelque part, mais pas forcément dans France Identité. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir et quelles seront nos obligations, mais toujours est-il que si dans une application du ministère, on se dit qu'il va y avoir les reçus carte bleue, enfin pour prendre cette image-là, je ne suis pas sûr que c'est ça qu'on veuille faire. Et du coup, est-ce qu'on laisse la possibilité à d'autres EID wallets en France, cette possibilité d'exister, ou est-ce que l'ANSSI ne va en tamponner qu'un, si c'est l'ANSSI qui les tamponne Alors déjà, je vais laisser l'ANSSI se prononcer sur les certifications, ça me paraît nécessaire. Et j'aborderai sous un angle différent. Est-ce que le UDI Wallet est une application